Bonsoir et bienvenue au lendemain de l'installation houleuse du bureau de la 14e législature. Le Point reçoit ce soir l'historien El Hadj Ibrahima Ndao. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'histoire générale du Sénégal. Vous êtes l'auteur de ce livre Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques, mais vous êtes aussi animateur ici à la RTS de l'émission Sénégal Demb ak Tay avec votre compère Atoumane Ndiaye. Si on parle Sénégal Demb ak Tay, il y a une différence ou est-ce qu'on est dans la continuité là? Il y a quand même une différence parce que le pays a beaucoup évolué, ne serait-ce que du point de vue médiatique. Maintenant, tout se sait, tout se voit. Les séances à l'Assemblée nationale sont pratiquement reportées en direct. Donc pendant plusieurs heures d'horloge, c'est déjà un changement tout à fait notable. Le citoyen est informé. Informé. Voilà. En devenu des citoyens du monde plus que jamais. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Le bureau a finalement été installé hier. Tout à fait, mais je pense que c'était l'objectif qui a été recherché. Bon, après, disons, les incidents du lundi, bon, les choses sont revenues à la normale. Mais tout ça, simplement, c'est parce que les gens ne comprenaient pas les règles du jeu ou comment ça devait se faire. D'accord. En tout cas, c'est à la satisfaction des présidents de groupes parlementaires. Les différents présidents donc, se sont exprimés au micro de la RTS. Nous allons les écouter. Le peuple a des exigences de qualité, de rigueur professionnelle, mentale, de dignité. Et il s'attend, justement, et à juste titre, légitimement, à ce que les députés qui sont censés le représenter et qui le représentent réellement, d'après la Constitution, soient à l'image de ce peuple, sage, lucide, déterminé pour faire face à son avenir et relever les défis ensemble. Aujourd'hui, nous avons essayé de travailler dans les conditions normales. On a échangé dans un débat constructif. Nous avons eu des échanges qui nous ont permis de pouvoir ramener les incompréhensions à des proportions normales et nous avons avancé. Nous espérons que pour l'avenir, cela se déroulera ainsi parce que nous avons un seul intérêt, c'est l'intérêt de travail pour le peuple. Il n'y a pas de problème qui ne peut être résolu ici, dans l'hémicycle. Mais parce qu'il y a des structures appropriées, les groupes parlementaires sont mis là. C'est pourquoi, quand il y a une difficulté, les présidents de groupe se rencontrent, en discutent et s'appuyant maintenant sur notre code qui est la loi fondamentale, notre règlement intérieur, nous devons, et la sagesse que nous tous devons avoir, nous avons pu donc régler tous nos problèmes ce matin. Problème réglé. Cette élection a été houleuse, mais finalement, elle a suivi la trajectoire des précédentes, c'est-à-dire le dialogue et la concertation qui a abouti à ce consensus. Tout à fait, parce que tout est prévu dans cette loi qu'on a appelée fondamentale, qui est le règlement intérieur. Le règlement intérieur, son article 9, avait prévu qu'au moment donc, de l'ouverture de la séance, c'était le doyen d'âge avec 2 secrétaires qui sont les plus jeunes, n'est-ce pas, qui vont donc diriger le bureau d'élection. D'accord. Mais sauf que cette fois-ci, il y a eu quand même un point d'achoppement. Ce sont les membres du gouvernement dont on disait qu'ils ne devaient pas siéger à cette séance inaugurale. Est-ce que dans l'histoire politique du Sénégal, c'est arrivé ça? Mais les membres du gouvernement qui ont été investis dans la liste et qui ont été élus... C'est cette façon de s'opposer à ce que ces membres siègent, c'est ça que je demande. Est-ce que c'est... Non, c'est la première fois que ça se passe, parce que les gens ne comprennent pas. Ici, là, j'ai sous les yeux une coupure du soleil qui disons, donnait pratiquement la situation au moment où on installait le bureau et les commissions au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Il y avait un certain nombre de ministres qui étaient présents. Donc, Djiboka Robert Sagnan, je vous donnerai tout à l'heure. Et ça, c'est en quelle année, ça? C'est en 1988, aux élections de février 1988. Et donc, ils sont venus en tant que députés élus. Ils ont participé à l'élection de tout le bureau, sauf les commissions. Et après, donc, ils ont envoyé, puisqu'ils ont été confirmés dans le gouvernement, ils ont envoyé tous des lettres de démission. Et ces lettres de démission, on les a lues à la séance où on devait faire donc la constitution des commissions. Je vais voir ça, c'est en 1988, constitution des commissions. Si vous permettez, je vais lire. Hein. L'Assemblée nationale s'est réunie hier sous la présidence de Dr Daouda Sow à l'ordre du jour. L'examen des lettres de démission déposées par M. Djibo Leyti Ka, Robert Sagna, Yero Sambayela Diop, Moustapha Ka, Mbaye Diouf, Mokhtar Kébé, Chersi Serros, Maba Guirassy, Thérèse King et la constitution des commissions conformément aux dispositions législatives. L'Assemblée, après avoir accepté les démissions déposées à son bureau, a procédé au remplacement des démissionnaires. C'est ainsi que Abdoulaye Niang,
a siégé à la place de Djibo Leyti Ka, Abba Diatta à la place de Robert Sagna, Modou Amar à celle de Samba Yela Diop, Mamadou Ndiaye à celle de Moustapha Ka, El Hadj Mamadou Mbodj à celle de Mbaye Diouf, Samba Baldé à celle de Mokhtar Kébé, Ousmane Ndiaye à celle de Cheikh Sissoko concernant les listes départementales. Pour ce qui est de la liste nationale, l'Assemblée, après avoir enregistré les démissions de messieurs Maba Guirassy et Thérèse King, a procédé à l'investiture des députés Abdou Mané et Mamadou Badiane, respectivement 46e et 47e sur la liste nationale du Parti socialiste. Ensuite, sur proposition du président du groupe parlementaire du Parti socialiste, le député Samba Laoubé Fall, des listes de députés ont été approuvées pour la constitution des 13 commissions. La composition des commissions s'effectue au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués et sur leurs propositions. À la fin de la séance, le docteur Daouda Sow a signé le dépôt sur son bureau de l'Assemblée de la loi 01-88 portant loi de finances. C'est là une jurisprudence, et donc il n'y avait pas lieu de s'alarmer autrement. Du tout. Du tout. Et d'ailleurs, ce qui est à l'origine plutôt de la Constitution... Et ça, c'est avril 1988. 1988. Ouais. C'est juste donc après la constitution du bureau. Oui. Ensuite, avant, bon, cette fois ce sera le 20 septembre, et avant le 20 septembre, théoriquement, puisqu'on aura les 8 jours, ceux qui seront maintenus dans le gouvernement ou qui voudront poursuivre leur carrière, disons, comme DG ou PST, etc., ils vont envoyer leur lettre de démission. Oui. Et ces lettres de démission seront lues en séance plénière et leurs remplaçants seront donc également convoqués à cette réunion. Et selon vous, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est un défaut de mise à niveau de tout le monde finalement? Les gens ont pas révisé l'histoire avant. Il y a un défaut de mise à niveau, c'est évident, parce que c'est des nouveaux élus qui peut-être n'ont jamais participé à de tels cénacles, mais c'est également aussi un défaut d'organisation, parce que les groupes parlementaires, une heure avant, devaient être connus. Absolument. Les chefs de groupe, plus leur constitution devait faire l'objet donc d'un dépôt au niveau du bureau de l'Assemblée, du bureau donc qui était là, en disant que bon voilà, nous on constitue le groupe parlementaire X, voilà les membres signataires de ce groupe, n'est-ce pas? Et tout ça, ça doit faire l'objet donc d'un acte officiel. Et c'est sur cette base qu'on considère que donc les candidatures qui seront posées seront soumises par les groupes parlementaires. Comme je l'ai dit, personne ne peut se lever comme ça en disant « moi je suis candidat », etc. C'est les groupes parlementaires qui organisent ça. Ça n'a pas été fait. Et après, bon, c'est le cafouillage total, parce que les listes d'appels n'ont pas été, disons, les appels n'ont pas eu lieu au moment où il le fallait, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de couacs finalement. C'est à cause de ça, ce sont ces couacs-là. Mais si on suivait exactement le règlement intérieur, constitution des groupes parlementaires, publication des membres de ces groupes parlementaires et en même temps, disons, proposition de candidature au niveau donc du groupe parlementaire pour tout ce qui est candidat au bureau. Donc à les nouveaux n'ont pas été mis à niveau, mais non. Les anciens, de même que l'Assemblée nationale, de manière générale, les archives n'ont pas servi à quelque chose finalement. Bon, évidemment, il y a aussi un concours de circonstances. La secrétaire générale qui était là donc depuis des années, malheureusement décédée, oui, et son remplaçant, bon, actuellement, peut-être qu'il n'avait pas toutes les coups de franche. Ça relève plus de l'administration. De l'administration interne. Ouais. Donc, parce que l'Assemblée nationale est vraiment autonome. Hein. À part la convocation par le président de la République, tout le reste se passe entre eux. C'est eux qui doivent faire aussi la police à l'intérieur de l'Assemblée. Donc ça, c'est à la décharge des groupes parlementaires, des députés, mais c'est l'administration de l'Assemblée qui devait s'occuper de ce problème. Oui, mais les groupes parlementaires doivent s'organiser pour pouvoir aider justement l'administration à fonctionner. Parce que sans la constitution des groupes parlementaires, on ne peut rien faire, on ne peut pas démarrer. Et jusqu'à une heure avant, c'est ce que prévoit le règlement intérieur. Une heure avant, il fallait que tout soit connu. Que l'on sache que c'est M. Youm qui est le président du groupe parlementaire, que Mamadou Lamine Thiam pour l'autre groupe parlementaire, que Biram Souleye Diop était président du groupe parlementaire, qu'on le sache. Et qu'on sache que tel X, Y et Z font partie de tel groupe, etc. Et ça doit être publié au journal officiel, hein, après. Ah oui. Mais personne ne sait qui est membre,
Parce qu'on voit des personnes se déclarer candidates. Bon, on ne sait pas sur quelle base. Candidate peut-être à la candidature de leur groupe parlementaire, mais pas candidat pour être... président de l'Assemblée. Non, c'est pas possible. Et de quoi tout cela dénote-t-il selon vous? Vous êtes historien, vous avez parcouru l'histoire du Sénégal quand même depuis Sénégal, 1948. Voilà, 1948. Ce livre-là est évocateur de cela, hein, le Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques. Vous avez suivi l'histoire des élections. Quelle est la particularité de celle-ci par rapport à toutes celles que vous avez pu visiter par le passé? Bon, c'est que pour la première fois, il y a presque un équilibre des forces politiques en présence à l'Assemblée. Il faut dire que dans la période, disons, première législature, c'est-à-dire de 59 à 63, il y a eu 2 ou 3 forces politiques qui étaient là, mais au résultat des courses, au résultat des élections donc de 59, de 22 mars 59, c'est l'UPS qui avait rempli les 80 sièges. En 1963, bon, on a changé les règles du jeu. Malgré tout, cette deuxième législature, c'est toujours l'UPS. Mais entre 63 et 68, il y a eu un phénomène, c'est que le principal parti d'opposition, qui était donc le PRA Sénégal, a présenté a rejoint l'UPS. Il y a eu une fusion et depuis ce jour-là, il y a donc ce qu'on appelle un parti unique de fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres partis qui posaient des candidatures au niveau donc, des élections législatives. Donc 68, 73, à partir de 74, 75, il y a eu l'arrivée du PDS, et qui a participé pour la première fois aux élections de 1978. Et à ces élections, le PDS a eu 17 sièges sur les 100 donc, constitués l'Assemblée. Pour la petite histoire, Amadou Cissé Dia avait remplacé Lamine Gueye en 1968, en juin 1968, après son décès. Donc, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc, c'était une assemblée monocolore. Il n'y avait que l'UPS là-dedans, et ensuite PS. Et quand on est venu donc aux élections de 1978, qu'il y a eu la présence maintenant à la fois du PDS et de Babacar Niang qui a pris les sièges du RND, il fallait envoyer Amadou Cissé Dia en formation à Paris, au Parlement français, pour voir comment on gère maintenant une assemblée où il y a disons, une opposition, quoi, où il y a d'autres personnes. Alors ça veut dire que même à ce niveau-là, il y a une mise à niveau qui était nécessaire. Et tout de suite, on a compris le comportement qui n'était plus le même que quand on était donc uniquement avec un seul groupe. Ça change forcément, sauf que cette fois-ci, quand même, on a versé un peu dans la violence, donc on estime que c'est une première. C'est tout à fait regrettable. Depuis il n'y a pas de place de violence. On rappelle qu'en 1962, les forces de l'ordre sont intervenues dans... Oui, alors, le 17 décembre 1962, ça c'est ce qu'on reproche à Mamadou Dia. On lui a dit, il a envoyé, disons, la gendarmerie, et l'officier de gendarmerie était chargé de faire évacuer la salle de l'hémicycle. L'officier est venu, s'est adressé au président Lamine Gueye et à tous les députés en leur disant que j'ai reçu l'ordre de faire évacuer la salle. Donc tous les députés doivent sortir. Et Lamine Gueye lui sort l'ordonnance du 3 septembre 1960 que le même Mamadou Dia, à l'époque, lui avait signé en disant que vous assurez la police de l'Assemblée. Il disait qu'à ce titre, je vous demande vous-même de sortir avec vos hommes. L'officier de gendarmerie lui dit, bon, attendez, je vais me renseigner. Il sort, après il revient, il dit, attention, la réquisition que nous avons reçue du président du Conseil, Mamadou Dia, est antérieure à votre réquisition. Donc, dans ces conditions, il sait pas non, il dit que donc, vous sortez d'abord. Et on fait sortir tout le monde. Donc, c'est la seule fois où on a vu des gendarmes à l'intérieur de l'hémicycle venir donc sortir les députés. Et ici, le règlement prévoit ces cas de figure, hein, où le président peut requérir la force publique. Ah oui, alors là, oui, ça ce sont les dispositions du règlement intérieur. Ouais. Le président de l'Assemblée a seul la police, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'hémicycle, de l'Assemblée. Donc, il peut requérir la force à tout instant pour faire évacuer, pour faire régner l'ordre. Oui. Oui. Et en fait, on avait bien sûr un bureau d'élection, mais le président, même s'il est doyen d'âge, il était investi déjà du pouvoir de président, donc du pouvoir de police. Il aurait pu, comme il l'a fait,
faire appel donc à la force. C'est ce qu'il a fait et pour vous, ça a été salutaire puisque ça a permis aux gens de voter. Mais la preuve, c'est qu'il y a eu des dégâts. On a cassé des tables, des chaises, etc. Bon. Et ça aurait pu dégénérer. Hein? Et tout ça, c'est sanctionné par le règlement intérieur. Tout ça, c'est sanctionné. Mais est-ce que dans l'histoire que vous évoquez là, est-ce que ce niveau de violence, on l'a... Ah non, à l'Assemblée comme ça, jamais. Là, c'est inédit, ça. C'est la première fois que le Parlement sénégalais a eu donc un comportement aussi scandaleux. C'est ça. Scandaleux, hein, Ça, selon vous, peut avoir un coup sur la démocratie, sur l'image de l'Assemblée de manière générale. Il n'y avait pas lié. Il y avait pas une très grande tradition de... démocratique, non. Écoutez, on peut ne pas comprendre ce qui se passe. On demande comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui s'est insurgé parce qu'il dit qu'il veut que les bulletins soient à la couleur de son parti et avec son nom. Non, les couleurs... le règlement intérieur a dit qu'il y a 3 types de couleurs. Il y a le bleu, il y a le blanc et il y a le blanc rayé de bleu. C'est ça. Donc le blanc quand on est pour, le bleu quand on est contre et le blanc rayé avec de bleu, c'est quand on s'abstient. Mais ça, c'est... Bon, maintenant, il y a 2 types de scrutin. Le scrutin, ce qu'on appelle le scrutin public. Le bulletin de vote sur lequel vous écrivez, donc qui peut être donc de couleur bleue ou de couleur blanche ou de couleur blanche rayée de bleu, porte votre nom. Ce bulletin est nominatif. Par contre, le scrutin secret, il n'y a pas votre nom. Lui, il voit son nom et il ne comprend pas parce qu'on lui a mis une couleur bleue et il pense que non, c'est la couleur de son parti. Non. Quand on est à l'Assemblée nationale, on ne raisonne plus parti. Ouais. On est le député du Sénégal. On représente tout le Sénégal. Les lois qu'on vote là, ce n'est pas des lois pour... des lois impersonnelles. Non, tout à fait. Mais ça aussi, ça nécessite une mise à niveau. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils sont là-bas. Est-ce que finalement, ça ne pose pas le problème du profil de ces gens des profils qu'on élit? Est-ce que l'Assemblée, pour vous, doit requiert un certain type de profil qui soit à la hauteur un peu des enjeux et qui comprennent... Parce que là, il me semble qu'il y a un problème de formation aussi. Beaucoup de députés ne comprennent pas. C'est d'une manière générale. C'est-à-dire que les formations politiques ont un devoir de former leurs militants, leurs adhérents. Ça, c'est un devoir. Parce que vous ne pouvez pas jeter comme ça dans l'arène des gens qui n'ont rien compris. Vous ne leur avez rien appris, vous ne leur avez rien dit. Et ils pensent que tout se passe selon les critères de la violence. Il y a une différence entre ces députés-là et les anciens, ceux que vous connaissez dans l'histoire, qui étaient quand même des bien sûr, parce que simplement, certaines formations avaient des écoles du parti. Il y en a qui avaient une formation où il y avait donc le livret du militant. On apprenait aux gens comment on fait la politique, comment on développe des arguments, comment on peut avoir un argumentaire solide pour pouvoir donc faire face, disons, aux adversités. Mais là, il n'y en a pas, hein. Là, pour vous, le devoir de rachat s'impose, là, par rapport au peuple, hein. Ces députés-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour se réconcilier avec l'opinion publique? Mais ça, c'est de changer totalement de comportement. Ce qui s'est passé le lundi 12 septembre ne doit jamais plus se reproduire au Sénégal. C'est jamais plus ça. C'est ce que la population réclame. Maintenant, bon, il y en a qui ont fait amende honorable, on va voir. Parce qu'ils confondent les petites réunions politiques là dans leur formation avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'institution la plus évoluée au plan de la démocratie. N'est-ce pas? Tout doit être serein, courtois, n'est-ce pas? Le débat doit être serein, courtois et vraiment, n'est-ce pas, faire avancer le pays. Nous, on vote en même temps que la France depuis 1848. La France a voté pour la première fois le 30 et 31 octobre 1848 et on a voté en même temps à ce moment-là. Comment voulez-vous que nous, on soit en retard par rapport à la France sur le plan démocratique? Il y a un problème. Un problème. Vous disiez tantôt que le député, une fois élu, n'est plus député d'un parti politique, c'est un député du peuple. Autrement dit, cette question lancinante, c'est quoi exactement son rôle, quoi, pour que... C'est-à-dire les gens ne savent pas
quel est leur rôle. Ils ne savent pas à quoi ils sont attendus. Le mandat de député, c'est un mandat pour, d'abord, consolider la démocratie du pays, mais surtout, disons, répondre aux attentes des populations, n'est-ce pas? Essayer de trouver, disons, les meilleurs moyens, n'est-ce pas, pour que l'exécutif fasse, disons, avancer et en même temps améliorer le bien-être des populations. C'est surtout ça. Vous avez tantôt évoqué 1978, hein, qui est un marqueur dans l'histoire politique du Sénégal, avec l'arrivée des opposants en masse dans l'hémicycle. Cette élection-ci, selon vous, pouvait être un marqueur si on restait dans la limite des principes démocratiques? Non, s'il n'y avait pas cet incident, on peut considérer que le fait qu'il y ait, disons, presque l'équilibre des forces, ça, c'est une avancée démocratique extraordinaire. Les gens ne se rendront compte que plus tard. Mais regardez, disons, pas autour de nous, mais dans tout le continent africain. Quels sont les types de parlements que vous avez? N'est-ce pas? Et ça veut dire aussi que les exigences, ce qu'on va attendre des députés, c'est beaucoup plus fort. Les absences, on se plaignait souvent en disant que les députés sont souvent absents. C'est fini avec cette configuration. C'est fini, non, parce que si vous vous absentez et que vous faites perdre donc le vote d'une loi de votre groupe parlementaire, vous savez, vous serez tout de suite la sanction immédiate. Et ça ne tarde pas. Donc pour vous, c'est de bonne guerre? Absolument. Tout le monde est obligé d'être présent et de travailler. Absolument. C'est une avancée. Vous êtes historien, vous pouvez quand même rappeler, parce qu'il y a beaucoup de jeunes députés, ça aussi c'est une chance, hein, dans le truc avec l'arrivée massive des femmes aussi, avec le respect de la parité quelque part. Peut-être vous avez un mot d'histoire à donner à ces jeunes députés qui doivent faire face à l'histoire aussi. Oui, c'est-à-dire que la jeunesse est normalement porteuse d'espoir. Et aussi incline beaucoup plus à innover, etc. Bon, évidemment, elle est toujours frondeuse. On est d'accord. Ça, c'est sociologique. Parce qu'ils contestent déjà au niveau de leurs parents. Donc, ils pensent que donc, contester la société, c'est aussi une façon de poursuivre leur affirmation sur le plan de leur personnalité. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils ont la charge de faire avancer tout ce qu'ils ont trouvé ici. C'est-à-dire la démocratie, le comment vouloir de vie commune, comme on dit. C'est un héritage très lourd. L'héritage, oui, extrêmé lourd. Et la place du Sénégal dans le monde. Absolument. C'est à eux, donc, l'image et tout ça, c'est à eux de défendre ça. Et non pas d'être des irresponsables. C'est même inadmissible, ça. Mais ça demande également une solide formation pour pouvoir le savoir. Parce que si la personne n'est pas formée, je pense que simplement son comportement de tous les jours, ce qui est tout à fait la règle normale. D'accord. On est presque à la fin de l'émission, mais on va parler quand même, on va revenir sur votre livre, Histoire Sénégal, Histoire des conquêtes démocratiques. C'est une chronologie de tous ces événements, hein, depuis qu'ils jalonnent l'histoire politique du Sénégal. Si vous deviez résumer rapidement ce livre-là, que diriez-vous? Il y a eu ce qu'on appelle la période des luttes démocratiques. On peut même dire la lutte pour les libertés fondamentales, mais en tout cas, pour moi, les luttes démocratiques. Il y a eu ensuite des conquêtes démocratiques. Nous sommes actuellement dans la phase de la culture démocratique. Et c'est ça que le livre a tenté donc de parcourir, de relever, depuis donc la période coloniale jusqu'à l'an 2000, puisque le livre s'est arrêté en 2000, et on a écrit ça en 2002. Voilà. On est dans la culture démocratique. Est-ce qu'au regard de la façon dont on pratique la démocratie... Absolument. Absolument. Et cette démocratie, mais elle n'est pas tombée comme ça... C'est un processus. Non, du tout. C'est un processus extrêmement... qui n'est jamais achevé. Parce qu'à tout moment, on peut remettre ça en cause. Donc, et c'est ça, c'est cet héritage-là que je souhaiterais que les jeunes puissent donc conserver. Et que faites-vous des 2 décennies, là où nous sommes là, ces 20 dernières années? Vous êtes arrêté en 2000.
2000-2022, il y a 22 ans déjà, il y a beaucoup deux alternances démocratiques. Oui, ça a beaucoup évolué. Là. Mais ces alternances montrent effectivement la solidité de l'expérience démocratique. Oui. Les observateurs honnêtes savent que tout le chemin parcouru par le peuple sénégalais dans le chemin de la démocratie, mais je dis aucun autre peuple africain ne l'a fait. Ouais. C'est l'un des rares pays où on vote le lendemain, on va au boulot. Absolument, comme on dit. absolument. Quelles soient par ailleurs les différences, les divergences. Tout à fait. Ça aussi, c'est une manifestation de l'expression démocratique. Absolument. Un auteur qui dit que dans un pays, quand on n'entend aucun cri, on peut dire que la liberté n'y est pas. Tout ce qui s'est passé à l'Assemblée procède finalement d'une vitalité démocratique. Absolument, absolument. Bon, il y a toujours des crises de jeunesse de cette démocratie, bon, qui peuvent arriver à un moment donné. Mais je vous assure, ceux qui ont commis ces actes-là, je suis sûr qu'ils ne vont plus recommencer. Parce qu'ils ont vu comment la réprobation a été unanime au niveau de l'ensemble des populations. Personne n'a pris la défense de ces gens-là. Personne. D'autant plus que c'est les représentants du peuple, les élus du peuple. On est 17 millions de Sénégalais. Il y a 165 Sénégalais qui ont été choisis, élus. Ils sont plus attendus sur la rupture positive que... C'est sûr. Sur ce registre-là, de la violence. En tout cas, c'est le message que je voudrais transmettre, n'est-ce pas, que tout le monde, n'est-ce pas, sache que la démocratie est au-dessus de ces contingentements de calculs politiciens de bas étage. Ouais. On a aujourd'hui veille de Magal. Un mot sur Serigne Touba, mais avant, ça coïncide avec l'anniversaire du rappel à Dieu de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. D'abord, c'est Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Oui, alors, vous savez, la colonisation a rencontré, disons, une résistance qui s'est poursuivie au-delà de la lutte armée. Et cette résistance était menée par les guides religieux, dont les trois principaux foyers sont donc Tivaouane, Touba et, d'une certaine manière, Niassène, enfin, d'autres confréries. Alors, en 1845, c'est le père de Baye Niass qui est apparu le premier, donc El Hadj Abdoulaye Niass, 1845. En 1853, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. En 1855, Serigne Seydi Hadj Malick. Donc voilà comment ces trois ont développé une stratégie face à la colonisation qui a été extrêmement efficace. Quand ils ont vu que la colonisation, c'est l'occupation du territoire, c'est la domination politique, c'est l'exploitation économique et c'est l'aliénation culturelle, ils n'ont pas cherché midi à 14 heures. Ils ont dit d'abord, nous, on commence par développer ce qu'on appelle les daras. Les daras, on forme les gens, parce qu'ils pensaient que c'est simplement le fait d'apprendre l'arabe, etc. Et à un moment donné, ils faisaient franco-arabe, etc. Mais ils ne savaient pas que c'était toute une formation d'être humain, c'est-à-dire un type de comportement qui croyait en des valeurs, etc. Donc, ils ont développé des daras. Ils ont développé des mosquées. Des mosquées, c'est quoi? C'est une assemblée où les gens du quartier viennent, donc 5 fois par jour, théoriquement, donc être seuls avec leur Seigneur. Donc vraiment prier et en même temps se rapprocher, n'est-ce pas, des enseignements du Seigneur. Ils ont créé ce qu'on appelle les daïras. Les daïras, c'est une association de quartier, n'est-ce pas, qui prend en charge pratiquement toutes les activités du quartier. C'est-à-dire, il y a un baptême par-ci, il y a un mariage par-là, etc. Mais ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'a jamais laissé l'Africain, le Sénégalais, isolé. Parce que dans les autres sociétés, ce n'est pas pareil. En Europe, ce n'est pas pareil. Donc, les daïras. Ensuite, ils ont développé aussi ce qu'on appelle les pèlerinages mémoriels, comme le Magal de Touba. Ouais. C'est-à-dire le fait d'aller ensemble, de faire donc tout ce déplacement, n'est-ce pas, vers donc ces lieux de pèlerinage, mais ça vous ressource énormément dans votre foi religieuse.
Et c'est ça qui a été l'arme ultime utilisée par donc Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'a jamais renié ses convictions face à toutes les brimades, n'est-ce pas, aux exils et tout ce qu'on a fait. On raconte une anecdote. Vas-y, rapidement, on est à la fin. Rapidement. Les Français sont venus lui demander 200 hommes pour participer à la guerre de 14. Il leur a dit, moi, des enfants qu'on m'a confiés, je ne peux pas vous les donner. Parce que s'ils vont à la guerre et qu'ils meurent, qu'est-ce que je vais dire à leurs parents? On m'a demandé de leur donner un enseignement, de les former. Des talibés qui étaient là, ils ont dit non, Khalif, ce n'est plus votre problème, c'est notre problème à nous. Nous nous engageons pour votre compte pour aller faire la guerre. Vous n'y êtes pour rien, c'est nous-mêmes qui allons donc volontairement. Alors, les Toubabs, ils mettent donc, nous, on l'a vu dans les archives, Serigne Touba, enfin, Cheikh Ahmadou Bamba a donné 200 hommes. Quelqu'un qui lit ça, qui lit juste à donner 200 hommes donc, pour aller donc au front, il va dire, mais Cheikh Ahmadou Bamba a renié ses convictions religieuses, n'est-ce pas? Qu'il a donné un appui à la guerre. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, donc juste un exemple, mais en tout cas, c'est un saint homme dont le retour d'exil qui est célébré avec le 18 Safar, mais ça va continuer dans la nuit des temps, de génération en génération. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Elhadji Ibrahima Ndao, historien, spécialiste de l'histoire générale du Sénégal. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques. Vous étiez venu un peu analyser avec nous l'histoire de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale de la 14e législature du Sénégal. Je vous remercie et bonne soirée. Merci. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.